Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir et merci d'être des nôtres. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité nationale. Le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, a procédé à l'ouverture de l'atelier de validation des statistiques des accidents de la circulation routière pour l'année 2025. Ainsi, il ressort que courant l'année 2025, 7691 cas d'accidents ont été enregistrés avec un nombre de blessés estimé à 8863 cas. Quant au nombre de victimes, de personnes ayant perdu la vie à cause des accidents, ceci est estimé à 648 cas. Je propose donc de suivre le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER pour plus de détails. Il est au micro de Mamadou Bencherou Soumano et Draman Mali pour Chérifla TV. Merci beaucoup. Comme vous le savez, chaque année, au mois d'avril, nous réunissons l'ensemble des acteurs de la sécurité routière pour échanger donc sur les statistiques d'accidents de la circulation routière enregistrés au cours de l'année écoulée. Cette année également, nous avons obéi à cette règle-là en invitant les acteurs aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons échanger sur les données que nous avons recueillies auprès de la police nationale et de la gendarmerie nationale, qui sont les sources principales des données de la NASER. Mais l'innovation que nous avons apportée, c'est qu'en plus de la police nationale et de la gendarmerie nationale, nous avons également des données qui sont recueillies par les services de la santé, notamment la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, qui couvre l'ensemble des centres de référence du Mali, mais également auprès des hôpitaux du Mali, auprès donc, de la Direction générale de la protection civile, et également auprès de l'Institut national de prévoyance sociale qui s'occupe donc de tout ce qui concerne les données d'accidents sur le trajet domicile-emploi. Donc en combinant donc toutes ces données-là, ça nous permet donc de corriger tout ce qui concerne les sous-déclarations et d'avoir une visibilité réelle sur le nombre de victimes d'accidents de la circulation routière dans notre pays. Globalement, il ressort des statistiques que nous avons enregistrées qu'on a pu quand même réduire les accidents, on a réduit le nombre de victimes, on a réduit le nombre de tués. Mais par contre, là où il y a des problèmes, c'est vraiment la gravité des accidents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le passé, lorsqu'une dizaine d'accidents font près de 20 ou 30 victimes, en 2025, la même proportion fait un peu plus. C'est le fait également que les usagers de la route ne respectent pas totalement les règles de la circulation. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler dans le cadre du plan d'action du gouvernement à faire en sorte que nous puissions instaurer la vidéo-verbalisation au Mali, en commençant par Bamako et l'axe Bamako-Kaï, pour en faire un projet pilote conformément aux orientations des hautes autorités du pays. Parce que comme vous le savez, partout où il n'y a pas la police ou la gendarmerie, les usagers sont enclins donc, à ne pas respecter les règles de la circulation. Donc en mettant en place ce système de vidéo-verbalisation qui sera donc un contrôle électronique des infractions de la circulation routière, nous contribuerons sûrement à réduire les accidents et surtout à l'atteinte de l'objectif principal de la stratégie nationale de la sécurité routière qui nous dit de réduire de 50% les accidents de la circulation routière à l'horizon 2030. L'Azalaï Hôtel Dunia a abrité ce jeudi une journée consacrée à la responsabilité sociale des entreprises, placée sous le thème « Une exploitation minière responsable au service du développement communautaire ». Cette rencontre met en lumière les engagements du secteur minier en faveur de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et de la protection de l'environnement. Les détails dans ce compte-rendu signé par Penda Koni. Cette deuxième journée consacrée à la responsabilité sociale des entreprises, initiée par B2Gold, a été marquée par des échanges autour des enjeux liés au respect des droits, à la gestion du personnel et à la relation avec les communautés locales. La session a débuté par la projection d'une vidéo présentant les activités de l'entreprise et illustrant son engagement sur le terrain. B2Gold a réaffirmé sa volonté de contribuer au développement du pays à travers le partage des bénéfices, une gestion responsable de ses ressources humaines et la mise en place de mécanismes de transparence. B2Gold est un producteur d'or responsable du premier rang
qui s'engage à utiliser des pratiques minières responsables. Fondée en 2007, B2Gold possède aujourd'hui des mines en activité aux Philippines, en Namibie, au Canada, au Mali avec la mine de Fekola. B2Gold au Mali milite pour une exploitation minière responsable grâce à une collaboration importante avec les collectivités, les gouvernants et les organisations à but non lucratif et autres partenaires. Nous investissons dans les initiatives qui favorisent le bien-être social et la résilience économique à long terme. Notre approche de l'investissement communautaire a été affinée pour s'aligner sur des besoins et des valeurs des communautés environnantes, garantissant ainsi un impact significatif et durable. Notre engagement au-delà de l'exploitation des ressources s'inscrit dans des partenariats significatifs et à long terme fondés sur le respect mutuel et partage des possibilités économiques et la compréhension culturelle. Fondée en 2017 et aujourd'hui présentée à l'international, l'entreprise entend renforcer son impact socio-économique tout en encourageant l'investissement de l'État dans le secteur minier. Toujours au plan de l'actualité nationale, pour une meilleure compréhension des citoyens sur la situation de logements sociaux, le directeur général de l'Office malien de l'habitat a tenu à apporter des éclaircissements lors d'un point de presse ce jeudi. L'objectif vise à lever toute équivoque sur la situation actuelle et expliquer par la même occasion les informations concernant les logements sociaux. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter la déclaration du directeur général de l'Office malien de l'habitat au micro de Amadou Kamara et Nouhoum Koni. L'objectif de cette rencontre est de vous apporter des éclaircissements sur le retrait de certains logements conformément à la décision 001 MRGDP du 28 février 2025 et relative à l'annulation de certaines attributions dans le cadre du programme des 1993 logements sociaux. Les logements retirés ont été cédés conformément au plan de restructuration des dettes de l'Office malien de l'habitat. Depuis quelques temps, l'Office malien de l'habitat constate avec regret la circulation d'informations inexactes et parfois tendancieuses sur ce sujet. Il nous a donc semblé nécessaire de rétablir les faits en toute transparence. Les 202 logements concernés ont été retirés à leur attributaire pour défaut d'accomplissement des formalités d'acquisition du logement, conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du décret 351 du 8 mai 2015, fixant les modalités d'attribution de gestion des logements sociaux. Il est important de préciser que ces bénéficiaires figuraient bien sur la liste définitive des bénéficiaires des 1993 logements attribués suivant la décision du 27 avril 2022. Cependant, malgré le délai de 3 années qui leur aura été accordé pour se conformer aux exigences prévues, notamment les dispositions administratives et financières nécessaires pour accomplir les formalités d'occupation du logement. 202 personnes parmi les 1993 bénéficiaires n'ont pas rempli les conditions requises, malgré les différents rappels et communiqués de l'OMH. C'est ce qui a conduit à l'annulation de l'attribution du logement en leur faveur, suivant la décision de février 2025, conformément aux dispositions du décret régissant les logements sociaux en République du Mali. Il convient donc de souligner que la décision d'annulation en question date du début des années 2025. Je tiens également à rappeler que pour chaque programme de logements sociaux, les critères d'attribution sont clairement définis par le ministère en charge de l'habitat. Ces critères sont publics et précisent les conditions d'éligibilité ainsi que les pièces à fournir. Par ailleurs, nous déplorons l'utilisation d'images d'autorités dans des contextes qui ne sont pas liés à cette affaire, ainsi que certains commentaires portant sur des dossiers actuellement en cours devant les juridictions compétentes. L'Office malien de l'habitat tient à réaffirmer son engagement en faveur de la transparence, de l'équité, du respect strict des règles dans la gestion des logements sociaux. Enfin, je voudrais saisir
l'occasion pour informer l'opinion publique qu'il n'y a pas pour l'heure aucune opération d'attribution de logements sociaux en cours et que toute nouvelle opération d'attribution fera objet d'une communication officielle à travers les canaux appropriés. Direction la Côte d'Ivoire où séjournent les fils du guide spirituel des Ansar, Sidi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Il a animé une nuit de prêche le mardi au grand terrain de Williamsville dans la commune d'Adjamé. La soirée a été marquée par une forte mobilisation des militants et sympathisants Ansar venus de toutes les régions du pays. La correspondance de Jakaria Damele et Mohamed Kone avec la voix de Khadija Traoré. Militants et sympathisants Ansar ont répondu massivement à l'appel de spiritualité lancé par Sidi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara au grand terrain de Williamsville. Lors de cette soirée de prêche, Sidi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a insisté dans son sermon sur les valeurs de paix, de fraternité et de cohésion sociale prônées par l'islam. Les responsables Ansar de la Côte d'Ivoire, notamment ceux d'Abidjan, ont salué la portée de cette rencontre qui renforce les liens entre les fidèles et rappelle l'engagement de la communauté musulmane pour la paix. Nous sommes très contents pour avoir le fils du guide, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, chez nous dans notre fédération, puisque le message qu'il véhicule est très important pour notre communauté, est très important pour l'association Ansardine, puisque ce prêche aujourd'hui, nous savons que nous allons beaucoup bénéficier des avantages de ces dits, et puis nous savons que ça va amener beaucoup de personnes à changer de comportement, le comportement voulu par l'islam. On sait que ce prêche va nous permettre d'atteindre nos objectifs, Inch'Allah. Ce qui est content dans cette tournée, le guide qui est le fils des guides, Sidi Chérif Haïdara, il a fait beaucoup ses mieux. Premièrement, il a fait les prêches pour convaincre beaucoup de gens qui ont converti en l'islam de leur ancienne religion pour devenir musulmans. Ça, c'est une très bonne initiative et ça, c'est un bon travail aussi, alhamdulillah. Pour le pari, le thème de cette soirée a un impact positif sur la communauté musulmane. C'est une soirée spirituelle qui représente beaucoup pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. C'est une tournée de cette envergure qui a pour thème point de contrainte dans la religion musulmane. Et je pense que le thème il a été choisi et c'est la bienvenue parce que nous avons besoin de ça. Je viens d'assister tout de suite au préliminaire de notre chef et je vois que le thème est développé de la manière la plus belle. Il développe le thème pour que tout le monde puisse comprendre à sa manière à la hauteur de son esprit. Et c'est ce qui me convainc surtout, vraiment. Cette étape d'Adjamé s'inscrit dans la continuité de la tournée ouest-africaine de Sidi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, axée sur la promotion d'un islam de paix et de tolérance. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam d'Abayatul Islamia, suivie d'une séance de bénédiction collective, a conclu cette soirée de pêche. Moussa Foma nous commente l'essentiel du reste de l'actualité en bref et en images. L'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement engagé une campagne pour briguer le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En déplacement aux États-Unis, il a échangé avec des représentants de la société civile internationale dans un contexte où son bilan politique national fait débat. Au cours de cette rencontre, l'ancien chef de l'État a été interrogé sur les épisodes de tensions politiques qui ont marqué le Sénégal entre 2021 et 2024. Face à ces critiques, Macky Sall a défendu une ligne de fermeté. Il a affirmé avoir agi dans le respect de ses responsabilités constitutionnelles. Il a insisté sur son rôle de garant des institutions et de la stabilité. Ce, dans un contexte qu'il décrit comme marqué par des tentatives de déstabilisation violente visant à accéder au pouvoir en dehors des mécanismes démocratiques classiques.
Macky Sall a évoqué des actes de violence ciblant des infrastructures publiques et privées, ainsi que des institutions stratégiques. Selon lui, des bâtiments administratifs, des médias et des projets structurants comme le train express régional ont été attaqués, mettant en péril l'ordre public. Il a également mentionné des menaces contre des magistrats et des responsables politiques, des événements qui, selon lui, ont représenté un moment critique pour la stabilité nationale. L'un des points clés abordés lors de cette rencontre concerne la loi d'amnistie adoptée en fin de mandat. Macky Sall a présenté cette décision comme un acte politique visant à apaiser les tensions. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure particulièrement volatile. Dans la province du Sud Kivu, les autorités militaires alertent sur une possible reprise des hostilités, accusant la rébellion AFC M23 de violer les engagements pris lors des récentes discussions de Montreux. Selon le porte-parole des opérations Soukola 2, le mouvement rebelle renforce actuellement ses positions dans la plaine de la Ruzizi, une zone stratégique située au nord de la ville d'Ouvira. Cette dynamique suscite de vives inquiétudes quant à la préparation d'un nouvel assaut contre cette localité clé, déjà fragilisée par des années d'instabilité. Ces développements surviennent à peine quelques jours après les avancées diplomatiques enregistrées dans le cadre du processus de Doha, dont une phase décisive s'est tenue à Montreux, sous l'égide de médiation internationale. À l'issue de ces discussions, les différentes parties impliquées, autorités de la République démocratique du Congo, représentants de groupes armés et facilitateurs, avaient pourtant réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et véritable. Elles s'étaient également accordées sur des mesures visant à renforcer la protection des populations civiles, notamment à travers la création de couloirs humanitaires sécurisés, ainsi que sur la mise en place de mécanismes conjoints de surveillance chargés de documenter et prévenir toute violation. Les autorités iraniennes ont perçu pour la première fois des recettes provenant des péages pour les navires traversant le détroit d'Ormuz, a déclaré le vice-président du Parlement, Ahmed Reza Hajibabei. Les premiers revenus perçus des péages du détroit d'Ormuz ont été transférés sur le compte de la Banque centrale, a-t-il déclaré. Selon l'agence de presse Fars, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi avait précédemment annoncé l'ouverture du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale. En réponse, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington maintiendrait le blocus des eaux iraniennes jusqu'à la conclusion d'un accord définitif. Suite à cette déclaration, les forces armées iraniennes ont annoncé la fermeture du détroit jusqu'à la levée totale du blocus naval américain. L'armée a exhorté les armateurs à se conformer exclusivement aux recommandations iraniennes et a qualifié de non fiables les déclarations de Trump concernant la situation dans le détroit d'Ormuz. L'armée iranienne, de son côté, a établi une liste de cibles à frapper en cas de reprise des hostilités par les États-Unis, a rapporté l'agence de presse Fars. D'après le rapport, cette liste a été établie selon le principe de réciprocité. Si les États-Unis ou Israël attaquent les infrastructures énergétiques de la République islamique, l'Iran ciblera les centrales électriques israéliennes et celles des alliés des États-Unis au Moyen-Orient. L'Iran a accusé les États-Unis de continuer à utiliser le territoire et l'espace aérien du Bahreïn, du Qatar, du Koweït, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite pour planifier, préparer et mener des attaques militaires illégales contre la République islamique, a déclaré Amir Saïd Iravani, représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies. Sur la base du suivi et des évaluations continues menées par les forces armées de la République islamique d'Iran, il a été établi que l'agresseur, à savoir les États-Unis, a continué d'utiliser le territoire et l'espace aérien du royaume du Bahreïn pour la planification, la préparation, l'équipement et l'exécution d'attaques militaires illégales contre la République islamique d'Iran, a-t-il déclaré dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité. Des accusations similaires ont été formulées dans 4 autres lettres adressées à l'Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis. Dans sa lettre concernant les Émirats arabes unis, l'Iran accuse également ces derniers d'implication directe dans l'agression. Il est allégué qu'un avion de chasse Mirage de l'armée de l'air émirati, un drone Akenchi et un chasseur F-16 ont violé l'espace aérien iranien, frappant des cibles dans le détroit d'Ormuz et sur les îles, notamment Keshm, Abu Moussa et les îles de Grande et Petite Tombe. L'Iran a appelé tous ses États à respecter les principes de bon voisinage et à empêcher toute nouvelle utilisation de leur territoire contre la République islamique, les tenant pleinement responsables des conséquences de ces violations.
Page noire dans ce journal, toute âme goûtera à la mort. C'est ainsi que Madame Moussokoro Mariko, tante de notre collègue Ibrahim Koulibaly, communément appelé Ibé, s'est éteinte à l'âge de 82 ans. Son décès est survenu le mercredi 22 avril à la suite d'une longue maladie. Elle a été conduite à sa dernière demeure par les siens. Mamadou Ben Chérif Soumanou. La mort a emporté Madame Moussokoro Mariko, une femme dont la vie fut marquée par la générosité et le dévouement, selon les témoignages recueillis auprès de ses proches et connaissances. Elle était une personne exceptionnelle, toujours au service des autres, sur le plan religieux comme sur le plan social. Elle s'est illustrée par son engagement, sa disponibilité et sa volonté constante d'aider son prochain. Son parcours reste un exemple pour tous ceux qui l'ont connue et côtoyée. Bon, ce qu'on peut retenir de la femme là, c'est une femme, on appelle en Bambara Nyeleni. C'est une femme excellente. Depuis qu'elle est venue en Mara dans notre village, une femme exemplaire. Une femme exemplaire. C'est tout ce que moi je peux dire sur elle. Bon, ce que moi je peux lui souhaiter, je lui souhaite le bon paradis. Qu'il soit accueilli dans le paradis de Mohamed al-Salam, auprès de Salim, du prophète. C'est ce que moi je peux le dire. On remercie tout le monde. La dame qui vient de partir, vraiment, est une bonne dame. Une dame pieuse, religieuse. Vraiment, elle a vraiment cousu les parentés. Elle a réuni vraiment les relations parentales. Et on demande au bon Dieu que vraiment l'Éternel la reçoit dans son paradis et que l'Éternel l'accueille dans son paradis, paix à son âme, que vraiment la terre lui soit légère. Donc on remercie vraiment tous les parents qui sont venus pour ces funérailles. On les remercie tous. C'est vraiment un acte vraiment pieux, un acte vraiment religieux. Et vraiment on remercie tout le monde. Nous sommes de Baningo, Dioula et Mansigi. Dioula c'est notre région. Vraiment les travailleurs, on demande, on prie les bons dieux, vraiment longue vie à notre guide spirituel, à celui de Chérif Ousmane Madan Aïdara. Vraiment que vraiment le bon Dieu fasse que vraiment il y ait la paix au Mali. On demande vraiment la paix au Mali, vraiment un état de prospérité, un état de paix. Et on remercie tout le monde. Parents, collègues, amis et connaissances se sont réunis ce mercredi pour lui rendre un dernier hommage dans une atmosphère empreinte d'émotion. Chacun a formulé des prières et des bénédictions pour le repos éternel de son âme. Madame Moussokoro Mariko laisse derrière elle 8 enfants ainsi que de nombreux petits-enfants profondément affectés par cette disparition. Que la terre lui soit légère, ainsi va la vie. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.